Donc, bonjour tout le monde, bonjour Twitch, bonjour YouTube dans le futur et bonjour Adrien Thomas, Bonjour. qu'on accueille ce soir à l'occasion de la sortie de Neige et Poussière que vous devriez voir passer sur l'écran au moment où je parle. Et on va parler de l'ensemble de l'univers du Mechaverse. Mais bon, pour les personnes qui n'y connaissent rien, on va développer un peu tout ça pour vous faire rentrer dedans. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Adrien? Oui, alors je suis Adrien Thomas, je suis, écrivain depuis 2011. Mon premier roman est paru en 2011. J'ai écrit essentiellement de l'imaginaire. Je me suis orienté vers la jeunesse en 2019 où j'ai commencé à écrire le premier roman du Mécaverse du coup qui est, Engrenages et sortilèges, aux éditions Rageot. Depuis 2017, je vis de ma plume. Je ne fais plus que ça, depuis ce moment-là et avant ça, j'étais, biologiste, j'avais une formation d'océanologue et j'étais biologiste en parc zoologique. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour d'horizon, Bah, c'est simple. un super parcours. Alors, pour Voilà. ceux qui n'étaient pas là et qui arrivent au fur et à mesure, je dois manger mon micro pour qu'on m'entende. Et je regarde plein d'écrans parce que ce n'est pas que je ne suis pas intéressée par notre invité, mais c'est aussi pour voir quand vous parlez, vous le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions lorsque vous en avez. Elles seront bien évidemment retransmises à Adrien pour qu'il vous réponde. Euh, donc tu as dit que tu es devenu écrivain de carrière en 2017, c'est ça? Mmh. Euh, C'est ça. Quand est-ce que tu as fait ce choix? C'est une question financière ou c'était aussi que tu en avais marre de ton métier en zoo? Alors c'était pas une question financière parce que les premières années étaient pas très simples. C'est pas un métier qui est très bien payé, écrivain de manière générale. Là, ma carrière commence à tenir le choc, donc j'arrive à en vivre, mais c'est pas quelque chose de très facile à gérer. Non, c'est surtout que la ma carrière précédente m'avait conduite, au burn-out parce que je faisais les 2 en même temps, en fait. J'étais biologiste de zoo plus, écrivain et je faisais quasiment les 2 à plein temps et ça me finissait par me faire des semaines qui, entre, les trajets au zoo, le travail, les salons le week-end et cetera, j'avais des semaines de 60-70 heures et ça commençait à être un petit peu trop violent à tenir. Donc on m'a plus ou moins mis devant, le choix de soit choisir, la zoologie, soit l'écriture. J'ai choisi l'écriture et je m'y suis lancé jusque ça marche. Oui, bah moi en tout cas j'aime beaucoup tes écrits et je suis très heureuse de pouvoir t'accueillir. Ça fait 3 ans que je me dis qu'il faut que je t'invite, donc voilà. Eh ben, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Euh, Moi je vais poser ma question de bateau que j'aime bien poser et que généralement les invités soit la détestent, soit l'aiment beaucoup. C'est pourquoi écris-tu? Et qu'est-ce que l'écriture représente pour toi? Hem, alors la raison pour laquelle j'écris, je pense que c'est plus que l'attrait pour l'écriture, c'est l'attrait pour les histoires. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est raconter des histoires. J'ai commencé quand j'étais gamin, à raconter des histoires avec des Playmobil avec ma petite sœur, qui n'avait aucune imagination et qui du coup, me laissait, la charge de raconter les histoires. Du coup, j'ai appris à raconter des histoires, pour elle. Après on a grandi, forcément les Playmobil, c'était un petit peu moins une option, mais j'étais quand même intéressé par l'idée de raconter des histoires, donc j'ai beaucoup, continué un petit peu à écrire, beaucoup à dessiner. Quand j'étais ado, je voulais être dessinateur de bande dessinée. Et en fait, j'ai fini par me rendre compte que ce que je préférais, c'était pas tant dessiner qu'écrire et que c'était plus efficace à mes yeux, en tout cas, pour raconter des histoires, d'écrire. Du coup, je me suis mis à l'écriture, quand j'étais adolescent et j'ai jamais vraiment arrêté, je pense. Et du coup, ce que ça représente pour moi, c'est en fait, j'ai pas de fascination, comment dire? Poétique, onirique autour de l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est un outil, qui sert à raconter des histoires. C'est-à-dire, c'est oui, c'est l'outil que j'utilise pour mon métier, en fait. C'est l'équivalent d'un marteau et d'une enclume pour un forgeron. C'est ce que j'utilise, c'est un apprentissage, des compétences que j'ai développées pour, heu, un but qui est de raconter des histoires. Ok. Euh, et
Du coup, quand tu t'es mis à écrire à l'adolescence, est-ce que tu t'es directement plongé dans l'imaginaire, la fantaisie, ou est-ce que t'es d'abord allé dans le quotidien? Alors j'ai essentiellement fait de l'imaginaire. Le premier roman que j'ai terminé à l'âge de 14 ans, c'était déjà un roman de fantasy extraordinairement cliché, rempli des pires, clichés du monde. Il paraîtra jamais, hein, il restera dans mes tiroirs jusqu'à la fin de l'éternité. Mais, dès le départ, j'étais intéressé par, l'imaginaire, c'est ce que je préférais. Mes lectures, c'était ça, mes les films que je regardais, les dessins animés, les jeux vidéo, c'était de l'imaginaire et c'est toujours ce qui m'a intéressé, je pense. Donc j'ai jamais trop, tenté, ni même voulu écrire autre chose. J'ai fait quelques incursions, plus ou moins réalistes en nouvelles de temps en temps, mais ça a jamais été extrêmement concluant parce que c'est pas vraiment ce que je préfère. Ok, bah, merci beaucoup. Alors, on va faire une autre pause technique, je suis vraiment désolée, mais Il y a pas de souci. apparemment, on m'entend pas bien. Donc, t'as écrit, t'as écrit ce texte plein de clichés, comme tu disais, que personne ne verra jamais, j'imagine. Voilà. Euh, quels sont, je vais rester dans les questions clichés, moi. Quels sont les autoristes de fantasy, enfin d'imaginaire en général, qui t'ont le plus inspiré au cours de ta carrière? Alors les autoristes imaginaires qui m'ont inspiré, c'est essentiellement des gens avec qui j'ai parlé pour de vrai. C'est des gens que j'ai croisés essentiellement, dans les festivals, les salons littéraires. C'est pas forcément des gens que j'ai lus, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup échangé parce qu'en fait ce qui m'a inspiré, pas forcément au niveau artistique, mais au niveau de la gestion de ma carrière, c'est les gens qui savaient mener leur barque en fait. C'est voir des gens qui savaient ce qu'il fallait faire pour, s'en sortir. Je citerai par exemple, Samantha Bailly qui est une figure de proue, de la Oui, défense, des droits d'auteur par exemple. Je sais que c'est, Manon Fargeton qui m'a expliqué la première à faire des stories sur Instagram par exemple, donc qui gère très, très bien la partie, communication et cetera. Je sais que j'ai beaucoup parlé avec, des auteurs, comme, Camille Brissot, Gabriel Katz, Olivier Gay qui m'ont tous appris des choses, et d'autres alors j'espère que j'aurais aussi appris des trucs de temps en temps, mais c'était essentiellement, eux, j'ai l'impression, qui ont participé à construire ma carrière. Des fois en me donnant des conseils, en se soutenant les uns les autres. En fait, c'est un truc important, quand on est auteur, c'est d'avoir des collègues, en fait, d'avoir des gens qui vivent la même chose que nous, qui font le même métier que nous et qui du coup m'inspirent parce que leur carrière et leur manière de gérer, aussi bien artistiquement qu'au niveau métier, leur carrière m'intéresse vachement et je les trouve, bah, très inspirants, en fait. ok. Bah, c'est une super réponse, hein, en tout cas. De toute façon, il n'y a pas de Merci. mauvaise réponse aux questions. C'est facile. Euh, je te propose qu'on passe au vif du sujet qui nous Mmh. intéresse. Donc, le Mechaverse. Le Mechaverse, c'est un univers que tu as créé depuis des années maintenant. Oui, Et peut-être enfin, encore plus d'années que depuis qu'il est paru, puisque finalement, le travail de l'auteur est beaucoup en amont de la publication. oui, Euh, complètement. alors, Neige et poussière vient de paraître chez Rajo, qui vient conclure cet univers du Mechaverse que vous voyez défiler depuis le début du live, qu'on peut lire dans l'ordre que l'on veut, hormis Vaisseau d'Arcane où il vaut mieux lire le tome 1 avant le tome 2. C'est mieux. Euh, il vaut mieux lire ce que vous avez envie de lire avant de lire Neige et poussière aussi, parce que je pense que ça spoil beaucoup de choses, Oui. pour des raisons de compréhension. Vu que, enfin, on va faire un point sur les livres déjà. Vous avez donc la nouvelle, et c'est trop petit pour que je vois le titre. Enfin, Heu, oui, l'énergie du désespoir. voilà, L'énergie du désespoir chez 1115, qui se passe dans l'univers du Megaverse, qui chronologiquement est la plus ancienne, si vous voulez le lire dans l'ordre chronologique. Ensuite, Mmh. Engrenage et sortilège, qui est un one-shot, donc qui se passe après la nouvelle. Le tome 1 de Vaisseau d'Arcane, Dragon et mécanisme, le tome 2 de Vaisseau d'Arcane et Neige et poussière.
Et donc Dragon et enfin tous les livres, avec la même charte graphique, vont sont des one shot. Enfin, Engrenage et Mécanisme, pardon, Engrenage et Sortilège, Dragon et Mécanisme et Neige et Poussière. Ce sont des one shot, donc vous pouvez totalement commencer par n'importe lequel d'entre les 3. Vous ne serez pas perdu. Tous les personnages sont représentés, toutes les situations sont réexpliquées, donc vous pouvez, tout à fait, partir de là. De là où vous voulez. Mais voilà. Et Dragon et Mécanisme vient de sortir en poche aussi. C'est ça. C'est un point à peu près complet pour, les Oui. néophytes. Je vous invite, vraiment à regarder l'univers de plus près. Hem, Déjà, est-ce que tu es content de «finir», entre guillemets, cet univers? Alors oui et non, enfin d'un côté ça me rend, un peu triste d'arrêter d'écrire dans cet univers. Je m'étais quand même pas mal habitué. Ça fait encore même plus longtemps que la parution de la nouvelle que je suis dans cet univers parce que la vraie histoire, c'est que j'ai commencé à écrire Vaisseau d'Arcane, en 2013 et les 3 premiers chapitres de Vaisseau d'Arcane, ils ont été plus ou moins écrits en 2013. Bon, je les ai repris depuis, hein, mais l'idée originale de Vaisseau d'Arcane, je l'avais eue en 2013, à l'époque où ensuite j'ai changé d'avis et j'ai écrit, Notre-Dame des Loups à la place. Parce qu'à l'époque, pensais que j'avais pas les épaules pour écrire ce roman. J'avais trop d'idées et pas assez d'expérience en tant qu'écrivain pour, m'y coller. J'avais écrit seulement 2 romans de fantasy, d'heroic fantasy avant. Donc, je devais à la fois, combiner à quelque chose d'extrêmement enfin une histoire assez complexe, des personnages très différents, ma première incursion dans le steampunk et cetera. Donc bref, je me suis dit: «J'ai pas les épaules, je vais m'arrêter là». Donc du coup, j'ai mis de côté pendant quelques années et je me suis, mis au steampunk petit à petit, d'abord avec, la nouvelle, L'énergie du désespoir, qui était censée être totalement indépendante et pas connectée à l'univers, mais j'ai changé d'avis. Ensuite, Engrenage et Sortilège, pareil, devait être indépendant et ensuite quand j'ai écrit Vaisseau d'Arcane, je me suis dit quand j'ai finalement repris Vaisseau d'Arcane, je me suis dit qu'il faudrait pas grand chose pour, le raccorder à Engrenage et Sortilège et à l'Énergie du désespoir et avoir un truc un peu plus, global. Donc j'ai commencé à tirer des fils pour faire un univers, combiné en fait, ce qui m'a permis de développer un truc un peu plus, un méta-univers chez plusieurs éditeurs finalement et Mmh. du coup je suis arrivé au bout du processus, donc là cette année après, 5 romans et une nouvelle et j'en suis très content, un peu triste mais très content et j'espère que ma conclusion plaira à ceux qui se sont attachés à l'univers. Ah bah ça, il faut lire le roman pour, le savoir, C'est ça. pour nos pauvres, auditeurs. C'est un univers, finalement que tu pas prévu, de faire aussi gros, mais qui est hyper, enfin moi je trouve que c'est hyper intéressant. Hem, J'avais lu Vaisseau d'Arcane il y a quelques années. Je l'ai relu, pour l'interview et en fait je pensais pas, enfin j'avais pas lu les autres romans. J'ai, lu, le reste pour l'interview et je pensais pas que c'était aussi, il y a beaucoup de rappels qui font plaisir. Je pense qu'en tant que lecteur, ça fait toujours plaisir quand tu te dis: «Ah, j'ai une référence». Par rapport à l'univers et ça fait un petit clin d'œil. Tout ça pour dire que oui, ce qui m'a marqué, le premier truc qui m'a marqué, c'est, les 3 continents et les 3 répartitions de la magie, disons, des ressources et les cultures qui en découlent et je trouvais que c'était extrêmement intéressant la construction, que tu as faite. Est-ce que du coup, quand tu t'es remis à Vaisseau d'Arcane, c'est à ce moment-là que tu as pensé peut-être ces liens? Comment tu en es arrivé à ça? Oui, du coup, je disais, c'était, au moment de l'écriture de Vaisseau d'Arcane, quand j'ai pensé à l'intégrer au même univers qu'Engrenage et Sortilège, que j'ai commencé à tracer une carte, du monde, en fait, où j'ai commencé à poser les différents éléments, les différents continents et les différentes cultures et les différentes choses qui allait sans doute y avoir dans cet univers. Je me suis laissé beaucoup de blanc pour pouvoir, avoir le loisir d'inventer au moment où j'arriverai dans tel ou tel, continent. Mais oui, j'ai essentiellement, créé l'univers au début de Vaisseau d'Arcane, au final. Alors quand Grenage Sortilège, c'est déjà paru. Et
C'était important pour toi de, oui, non, en fait, ma question, pardon, je vais reformuler ma question plus tard, quand ça aura plus de sens. Hem, Ces 3 continents, ils ont aussi, alors ils ont à la fois un rapport à la magie qui est très différent, les uns des autres, et ils ont aussi beaucoup de créatures, différentes. On va avoir, alors en Tofki, heu et autres, enfin Tofki, Grimard, Curleuse, il y a énormément de il y a des fées, il y a les orchidiens, on a aussi, les abysses finalement qui sont à côté, du Grimdark. Hem, En Xamoré, on va avoir des dragons. Ce n'est pas un spoil, c'est dans le titre de Dragons et Mécanismes. Et en et en Mycée, on va avoir finalement, les familiers qui sont, l'espèce magique, la plus différente des humains, de Mycée. Familier des mages donc. Hem, quand tu as créé ces différents peuples, du coup enfin ces différentes créatures, tu t'es inspiré de quoi? Alors ça dépend un peu des créatures. Les familiers, c'est quelque chose qui est relativement courant en imaginaire, j'ai envie de dire. C'est assez régulier que les magiciens, ils aient des animaux magiques, qui les assistent. L'exemple le plus, frappant et ancien, j'ai envie de dire, ce serait, Merlin l'Enchanteur et son hibou qui parle, dans le Disney, par exemple, dans le film de Disney. Pour, les dragons, c'est pareil, c'est pas une créature qui est extraordinairement originale, on va dire, on va pas se mentir, hein. En imaginaire, c'est assez régulier. Même si je me suis amusé à jouer avec, à faire des choses un peu différentes avec. Pour les poissons crânes, j'ai fait quelque c'est un peu différent, c'est vraiment mes études d'écologie, d'océanologie qui m'ont servi à créer l'espèce. Parce que, j'ai un master d'écologie en fait, une spécialisation en océanologie, et quand je faisais de l'océanologie, j'ai, développé une sorte de passion pour les abysses, qui est un écosystème extrêmement particulier, extrêmement intéressant. Et dans ces abysses, du coup, vu que je lisais beaucoup de choses sur les abysses, j'ai aussi lu sur l'exploration des abysses, qui était basée sur, l'emploi de ce qu'on appelle les bathyscaphes, donc, des engins qui servent à explorer les profondeurs des océans. Et j'ai imaginé ce que ça ferait si, ça marchait dans le sens inverse, si c'était les poissons des abysses qui étaient devenus assez intelligents pour créer des machines et qui voulaient explorer la surface. Comment ils feraient? Et donc du coup, j'ai imaginé que une espèce de poisson intelligent qui vivent au fond des abysses, qui communiquent par signaux lumineux exclusivement, et qui ont construit ce qu'on appelle des aéroscaphes, qui sont des espèces d'aquariums sur pied, articulés, qui leur servent d'unité d'exploration et qui propulsent à la surface pour aller explorer, la surface, dans des aquariums, sur pied. Voilà, donc c'était une idée que j'avais trouvée, marrante et que j'ai beaucoup du coup exploitée dans, Vaisseau d'Arcane. Et les orques, c'est un peuple que je trouvais intéressant, que je voulais exploiter de manière un peu différente. Là encore, c'est un peu la biologie qui m'a guidé, parce qu'en fait, j'ai eu toujours une sorte d'agacement autour du fait que de voir des orques à la peau verte et avec du sang rouge, en fait, ça collait pas d'un point de vue physiologique. C'est un truc qui m'a toujours, perturbé. Et du coup, je me suis simplement dit: «Et si les orques, ils étaient à demi végétaux et leur peau contenait des chloroplastes?» Du coup, de quoi, créer de la chlorophylle qui donnerait une couleur verte à leur peau, et dans ce cas-là, ce serait logique. Et en partant de cette idée-là, ben, j'ai développé toute la culture des orques dans les Hurleuses. OK. Voilà. Mais enfin, c'est rare de voir des espèces qui sont, aussi proches, des plantes, je trouve. Enfin, ça se développe, il y a beaucoup de choses qui se développent dans l'imaginaire aujourd'hui, mais je trouvais ça très, très sympathique. Et aussi les différentes peuplades d'orques, et donc pour cela, on vous invite à lire, Vaisseau d'Arcane pour en savoir plus. Hem, J'avais une question sur les abysses, enfin, les poissons crânes. Est-ce que tu as une espèce en particulier qui, t'a inspiré? Alors j'ai fait une sorte d'amalgame, en fait, des créatures, des abysses. Moi, j'ai un bouquin que je recommande souvent, c'est, Abyss, simplement, de Claire Nouvian, qui est la fondatrice de Bloom, du coup, une association qui lutte pour, les océans et contre la pêche destructrice. Elle a écrit un
excellent bouquin, sur les abysses avec des photos extraordinaires et avec plein d'éléments de bioluminescence, de poissons des abysses et cetera et j'ai fait une sorte d'amalgame parce que je voulais pas utiliser une espèce, spécifique et donc dans ma tête, les poissons crânes qui sont jamais véritablement décrits, c'est des espèces un peu c'est des sortes de poissons un peu gélatineux qui sont capables de produire des signaux lumineux et qui ont une intelligence largement supérieure, à ce qu'on trouve habituellement dans les abysses. OK. Hem, l'autre point qui est, enfin un des autres points qui est vachement intéressant dans cet univers et dans ces différents romans, c'est, tout l'aspect politique qui est développé et aussi, le fait que tu développes à chaque, en fait, chaque roman développe des points politiques très différents les uns des autres. Mmh. Hem, est-ce que le l'aspect politique du roman, c'est quelque chose que c'est l'un des thèmes que tu réfléchis, pour l'écriture? Est-ce que c'est l'un des thèmes que tu considères comme principal ou pas déjà? Alors j'y réfléchis toujours beaucoup, c'est pas forcément le thème central parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de faire, mais ça touche c'est au minimum secondaire, c'est-à-dire que ça a une grosse importance quand même dans l'histoire. J'aime beaucoup explorer les différentes, sortes de gouvernement, de gestion de pays, et cetera. Donc la politique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je pars du principe que, tout est politique, y compris en imaginaire. En fait, il y a toujours quelque chose de politique derrière ça et donc les le mécaverse m'a effectivement permis d'explorer plein de choses au niveau politique, la corruption des élites, la les limites de la royauté, de la république, de la démocratie, de la tyrannie, différentes sortes de d'autres gouvernements, par exemple les cités franches qui sont des géniocraties où c'est, le plus intelligent qui commande et pour montrer que tu es le plus intelligent, tu dois faire une découverte scientifique majeure et c'est ça qui te permet de rester en place, sur ton trône, par exemple. Enfin voilà, c'est le genre de choses qui me font réfléchir et que j'aime bien explorer, mais c'est, des choses qui sont souvent en arrière-plan et assez rarement, au cœur véritable des romans, en fait. La plupart du temps, j'essaie de mettre en je vais faire en sorte que les personnages et les événements auxquels ils réagissent soient plus importants que, les discussions politiques, en fait. Oui. Oui, les liens entre, les personnages, dans ce Oui, sens-là. c'est ça. Oui. Après, enfin, je pensais aussi à la politique parce que dans Neige et poussière, on est sur un conflit, d'ordre mondial. Oui, là, c'est très Donc géopolitique, c'est ouais, beaucoup plus présent, je pense, dans le fonctionnement du général du roman, même s'il y a une bonne part d'aventure, il y a quand même pas mal de gestion géopolitique autour de ça, ouais. il faut réussir à suivre Mira dans ses réflexions. C'est ça. Hem, donc on a ce fonctionnement géopolitique, qui va être très différent. Tu abordes plein de choses, tous les régimes que tu as cités précédemment et ça bien sûr la politique, impacte, la société, les classes, les différentes classes sociales. On a, est-ce que tu as, comment formuler ça? Tu as beaucoup, changé de point de vue au fur et à mesure, Mmh. il y a beaucoup de personnages dans tous les romans et même si on reste souvent sur un duo de personnages principaux, hormis Neige et Poussière où là, il y a tout le monde. Mais, est-ce que, c'était pour, enfin, est-ce que quand tu crées tes duos, tu cherchais à avoir, une certaine complémentarité pour, montrer peut-être un plus grand aspect aussi de la société, dans laquelle évoluaient les personnages? Ou la ville? Ou Alors, je pense que ça participait en fait, la raison principale, c'est que je m'ennuie très vite, donc je déteste être toujours dans la tête d'un seul personnage. Je crois qu'il y a pas un seul de mes romans, sauf exception où je suis toujours derrière les commandes d'un seul personnage. Je déteste ça, j'ai toujours tendance à vouloir varier les points de vue. Je pense que c'est aussi parce que je suis assez convaincu qu'une histoire qui n'est racontée que par une seule personne, c'est de la propagande et pas une vraie histoire. Donc j'aime bien avoir plusieurs points de vue qui sont des fois opposés, des fois complémentaires et permettent d'arriver à quelque chose de plus intéressant et de plus, complet, d'avoir une meilleure vision des choses
quand on suit les pensées de gens qui sont pas d'accord les uns avec les autres, on a une meilleure vision de la situation générale que si on n'écoute qu'une seule personne qui nous déballe, ses croyances. Oui. Donc j'ai effectivement la plupart du temps quand je crée des duos, je fais en sorte qu'ils soient suffisamment, opposés mais complémentaires pour amener quelque chose de différent à la table. Par exemple, dans Grenade Sortilège, j'ai une mécanicienne du coup très moderne dans sa manière d'aborder les choses, très ingénieuse et un magicien qui est lui plutôt branché, tradition, et cetera. Alors que dans Dragon et Mécanisme, j'ai une, noble étrangère qui ne sait pas où elle met les pieds et qui ne connaît pas vraiment la culture dans laquelle elle déboule et qui est remplie d'idéaux d'honneur et de politique et cetera et qui va rencontrer, un voleur qui, lui a des idéaux qui sont très différents, d'elle et qui a toujours vécu ici, donc il connaît bien, les ficelles et les 2 amènent quelque chose de différent à la table et c'est quelque chose que je trouve important, dans n'importe quelle histoire, en fait. Non et puis, enfin, après tu es obligé de garder une certaine complémentarité aussi pour qu'ils puissent s'entendre et qu'ils se tapent pas toujours dessus. Un peu. Heu, mais mais c'est vrai que varier les points de vue, enfin pour même pour le lecteur, c'est, hyper intéressant, pour réfléchir parce que finalement les problématiques à aborder dans les romans, c'est des problématiques qu'on peut tout à fait retrouver, dans notre monde. Bon, pas Oui. forcément les problèmes, mécano-magiques, de Mira, mais et justement la mécano-magie. Alors, peut-être pas la mécano-magie, mais la mécanique et la magie. À quel moment tu t'es dit: «Je vais relier, science et magie»? Alors en fait, l'idée de mettre de la magie et de la mécanique dans le même univers, c'était, lié à l'envie de travailler sur la thématique des ressources. Je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, 2 disciplines qui emploieraient la même ressource et du coup qui seraient forcément, plus ou moins opposées l'une à l'autre. Donc, l'arcanium, c'est une ressource, magique qui sert à la fois aux magiciens à lancer leurs sortilèges et qui sert aussi aux mécaniciens à alimenter leurs machines. Donc faire une espèce d'opposition entre les 2, c'est quelque chose que j'ai trouvé, intéressant, qui permettait d'explorer plein de choses au niveau de l'opposition. Est-ce que, la magie qui est plus traditionnelle, plus ancienne, mieux établie, mais réservée à une petite élite est, meilleure ou moins bonne que la mécanique, qui est, techniquement à la disposition de tous, qui demande de longues études aussi, mais que tout le monde peut plus ou moins pratiquer et mais qui est plus facile, mais moins puissant, mais ci, mais ça. Enfin bref, c'est beaucoup de choses que j'ai voulu, réfléchir et explorer. Et la mécanomagie, c'était, quand il a fallu faire un deuxième roman, chez Rajo, j'ai échangé des idées avec mon éditrice en fait qui m'a dit: «Il faudrait faire quelque chose de différent pour le prochain». Mmh. Un peu comme des classes de personnages dans un jeu vidéo en fait. Genre là, tu as joué, mécanicien, tu as joué mage, il faut que tu trouves autre chose. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire voleur» parce que c'était un peu la base et puis, bah, du coup, je me dis: «Tiens, si je faisais un truc qui rassemble les 2 et que je vais dire que dans un coin du monde, contrairement à ce qui se passe dans Engrenage et Sortilèges, ben, la mécanique et la magie sont pas si opposées et sont même complémentaires». Et c'est là que j'ai développé toute l'idée de la mécanomagie où, la magie et la mécanique se complètent et vont plus loin que, la mécanique ou la magie tout seul. Oui, Mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qui nécessite globalement d'être un petit génie pour s'en sortir, quoi. OK. Et et donc tu as dit, quand tu en as discuté avec ton éditrice, est-ce que c'était une commande du coup, Dragon et Mécanisme ou est-ce que c'était, un manuscrit qu'il fallait que tu modifies? Alors c'était, plutôt j'ai envie de dire plutôt une commande dans le sens où, mais c'est pas une vraie commande dans le sens où mon éditrice m'a dit: «Ce serait bien que tu refasses un roman dans le même univers» et après elle m'a plus ou moins laissé la bride sur le cou et je faisais ce que je voulais. OK. Donc en gros, c'était genre, si tu as une autre idée dans cet univers-là, tu nous fais un pitch et puis si ça nous va, on te le signe et puis après tu te débrouilles. Ouais, OK. En gros, c'était un peu ça et vu que je suis pas très bon en pitch, je leur ai fait un et que j'ai beaucoup tendance à écrire de manière, jardinière, c'est-à-dire à avoir mes idées au fur et à mesure, un peu en route. Pour Dragon et Mécanisme, j'ai écrit un faux pitch à Rajo. Je leur ai fait croire que ça allait, faire telle histoire et puis en fait, bon, pas du tout. J'ai fait après ce que je voulais. Mais ça les a rassurés et puis maintenant ils savent que c'est pas la peine de demander des pitchs parce que je bosse pas comme ça. Bon.
Ouais, au moins, ça fait avancer, sur les manières de travailler en équipe. Le système de magie, quand tu l'as pensé, hem, heu, comment dire ça sans spoil? Comment comment tu en es arrivé à penser à de telles limites? Heu, En fait, j'avais besoin que la magie s en fait, on le plus grand ennemi d'un auteur de fantasy, c'est une magie mal gérée. Une Oui, magie, trop puissante, où, on peut régler n'importe quel problème en claquant des doigts, ça fait qu'il y a pas d'histoire. C'est-à-dire que la magie peut potentiellement tout résoudre, donc il faut forcément poser des limites à la magie, en fait. Il faut qu'il y ait des limitations de ressources, des limitations de fatigue, des limitations de capacité, d'intellect. Enfin, il y a toujours quelque chose, en fait, qui fait qu'il faut, entre guillemets, «sacrifier quelque chose» pour obtenir de la magie en retour, et il faut que la magie soit pas trop puissante pour rendre l'intrigue, inutile, en fait. Donc j'ai fait en sorte de mettre un paquet de restrictions à la magie. Ça reste quelque chose de globalement puissant, j'ai envie de dire, quelque chose qui est impressionnant. Les mages sont respectés parce qu'ils ont des vrais pouvoirs, mais c'est pas parce que tu es magicien que tu es invincible ou surpuissant et que tu peux régler tous les problèmes. Et donc l'objectif, c'est vraiment de rester dans cette limite-là, de faire, des c'est une limite qui est, qui doit être exigée dans tous les romans de fantasy à mes yeux, c'est que la magie doit être puissante sans l'être trop, si on veut qu'elle soit puissante. Donc j'ai fait en sorte de mettre suffisamment de limites et lui donner une origine qui permette de poser ces limites. OK. Et alors, même style de question, mais pour la mécanique, mais quel, en fait, comment tu t'es limité au niveau des appareils, disponibles? Parce que finalement la magie remplace un peu l'électricité dans le métaverse. C'est Heu ça à peu près, ouais. Où est-ce que tu t'es donné une limite, en fait, des appareils? Heu, oui, plus ou moins, en fait, je me suis limité en fait, j'ai fait en sorte que ça reste dans une ambiance très steampunk, c'est-à-dire que tout ce qui était, au-delà de la mécanique avancée, on va dire, et de la robotique, j'y suis pas allé. C'est-à-dire que j'ai refusé tout ce qui était, informatique, par exemple. Je voulais pas qu'il y ait d'ordinateur, je voulais pas qu'il y ait de base de données, je voulais pas qu'il y ait de traitement de l'information et de la donnée, qui soit trop présent parce que je voulais pas que ça ressemble trop à notre monde. Je voulais qu'il y ait des limites technologiques aussi qui rappellent que c'est censé être une technologie, récente, certes beaucoup plus fulgurante que ce qu'on a connu, dans le monde réel, hein. La technologie est arrivée beaucoup plus vite et allée beaucoup plus loin. C'est un peu la définition de la thématique du steampunk. Mais je me suis quand même limité à certaines choses. J'avais pas envie qu'il y ait des smartphones, j'avais pas envie qu'il y ait des avions, j'avais pas envie qu'il y ait des fusées. Il y avait plein de choses que j'avais pas envie d'aborder, et je voulais une technologie présente, voire omniprésente, mais là aussi qui avait ses limites, en fait. C'est la même chose que la magie, c'est une technologie, trop puissante est indiscernable de la magie, et donc du coup pareil permet d'amener beaucoup trop de puissance à un récit, et donc du coup, bah, rend futile l'histoire, quoi. Oui, et puis en même temps, tu devais essayer de trouver une espèce de complémentarité entre les 2 pour pas que l'une prenne le pas sur l'autre et qu'il y en ait pas une qui soit annihilée d'une certaine manière, quoi. Oui, c'est ça. S'il y en a une qui est beaucoup plus puissante que l'autre, bah, l'autre va forcément naturellement disparaître, en fait. Ce serait logique, donc il faut qu'elle soit, de puissance plus ou moins équivalente et de capacité, permet de faire plus ou moins les mêmes choses, mais de manière différente, quoi. OK. Avant de repasser, sur, ta création de personnage, j'avais d'autres questions. Est-ce que qu'est-ce que tu aimes le plus créer dans ton world building? Bah, je pense que c'est les différentes, espèces, en fait. Les différentes, les di quand je dois créer une espèce vraiment différente comme les poissons crânes ou les orques, je pense que c'est ce qui m'éclate le plus. Parce que c'est là où je peux vraiment, convoquer mes compétences en écologie, en océanologie, tout ce qui m'intéresse dans la biologie, dans le vivant, dans la zoologie.
C'est ce qui me permet de créer des nouvelles choses, c'est ce qui m'intéresse le plus, à mon avis. Sachant que j'aime globalement tout ce qui est world building de manière générale, c'est un truc qui m'éclate beaucoup. Mais je pense que oui, c'est plutôt les espèces, les créatures. OK. Bah, oui, non. Donc, bah, les personnes est-ce que tu vas justement les espèces, est-ce que tu vas les penser, est-ce que tu vas les penser à partir d'un personnage? Est-ce que tu vas les penser à partir d'un environnement? Qu'est-ce qui va être le point de départ? Après, tu as dit que tu étais plus jardinier, donc oui, qu'est-ce qui arrive en premier. Alors c'est la même chose que les machines ou la magie, ça va être la fonction. C'est-à-dire que j'ai OK. besoin que les personnages, y remplissent une fonction. J'ai besoin que le personnage, il amène quelque chose à la table. J'ai besoin que ce soit, un assassin, donc je vais l'imaginer de manière à ce qu'il puisse remplir son rôle d'assassin. J'ai besoin que ce soit, un quelque chose de très différent qui perturbe le lecteur. Du coup, je vais essayer d'envisager une espèce qui est très différente et qui va perturber le lecteur. J'ai besoin d'un personnage qui, au contraire, est attachant et facile à apprécier. Dans ce cas-là, j'essaie de créer d'abord un personnage qui a cette fonction-là. Et généralement, je commence à donner les premières dimensions à mes personnages en fonction de ce que j'ai besoin qu'ils fassent dans l'histoire. J'ai besoin de savoir à quelle va être leur utilité, donc je leur donne les premiers éléments qui les construisent à partir de la fonction que j'ai besoin qu'ils occupent. Et ensuite, au fur et à mesure, comme je suis jardinier, effectivement, il y a d'autres choses qui se collent par-dessus, d'autres traits de personnalité, de caractère, d'histoire qui font que, ça devient autre chose. OK. Tu as répondu à ma question suivante en même temps. Hem, J'avais une question qui, on va sortir, niveau culture. Moi, j'aime bien poser une question un peu nourriture dans les interviews quand j'en trouve une et il y a les méduses qui sont, beaucoup revenues. Pourquoi? Pourquoi tant de méduses, dans les plats? De la confiture de méduses, de la soupe de méduses, la méduse à toutes les sauces? En fait, la méduse, c'est une sorte de blague pour moi-même, en fait. J'avais envie de bien montrer que c'était un univers à part, en fait, donc vraiment différent du nôtre. Et c'est toujours marrant d'être dans un univers où on dit: «Ah oui, ça ressemble quand même beaucoup si c'était passé ci ou ça», et puis d'un coup, on se met à manger de la méduse et on dit: «Ah ouais, non, pas du tout, en fait». Et c'était un truc que j'avais en tête, que je trouvais marrant. Et de manière générale, là encore, c'est, mon passé de biologiste, c'est une petite référence à mon passé d'océanologue, en fait, au fait que j'aimais beaucoup les méduses, que je trouve ça très joli et que, quand je vais à l'aquarium, c'est là où je passe des heures, c'est devant les aquariums à méduses parce que c'est ce que je préfère. Et du coup, j'ai envie de mettre des méduses, dans cet univers, mais vu que ça s'y prêtait pas parce que c'était pas, une histoire très maritime, je me suis dit que, ben, à la place d'aller les regarder, ils allaient les bouffer. Voilà, Ils les mangent et ils les utilisent comme huile de moteur. Donc c'est ça, c'est multifonction la méduse finalement. exactement. Hem, Si on reste niveau culture, je vais retourner dans les abysses un petit peu. En fait finalement les abysses, elles sont beaucoup plus développées, que le monde, terrestre, Mmh. disons. Est-ce que, de ce côté-là, enfin, tu parti sur une technologie un peu plus, enfin, dès le départ, est-ce que tu es parti sur une technologie un peu plus, proche de notre monde? Parce que finalement, oui, il y a plusieurs choses qui sont plus proches. Bah, en fait, ouais, je me suis inspiré de quelque chose d'un peu plus, alors j'ai envie de dire nucléaire, mais enfin, c'est pas vraiment nucléaire, c'est juste qu'ils tirent leur énergie d'un volcan, d'un volcan sous-marin, en fait. Donc l'essentiel de leur énergie provient de sortes de volcans sous-marins, de cheminées hydrothermales. Et donc du coup, contrairement aux autres espèces qui ont beaucoup basé leur technologie et leur magie sur, l'arcadium dont je parlais tout à l'heure, les poissons crânes ont basé leur technologie sur, la puissance terrestre, sur le magma et ils ont utilisé ces machines-là pour, la propulsion de leurs, aéroscaphes. Donc j'ai voulu faire une, technologie, très différente, un peu alien en fait, par rapport à ce à quoi ressemble la technologie, de l'humanité, ouais. Oui, c'est un peu, c'est vrai que ça fait un peu, E.T., enfin, l'extraterrestre qui vient, «Bonjour, Oui, je suis là». bah, c'est ça. Il y a,
Il y a un film qui parle de ça qui s'appelle Abyss de James Cameron, qui parle de créatures, du fond des abysses, qui est super chouette comme film et il y a eu une novélisation de ce film qui, sous-entend qu'en fait, les créatures qu'ils trouvent au fond des océans sont potentiellement des extraterrestres et la novélisation est très intéressante à lire, justement de ce roman, de ce film, pardon. Je suis en train de mettre le lien. J'avais mis le lien de Bloom aussi plus tôt. Je suis en train de mettre le lien d'Halluciné. Alors, oui, donc le côté alien. Et je vais revenir complètement sur Terre. Euh, et niveau culture, la culture, cette fois des orchidiens. Est-ce que c'est aussi. Est-ce que. Enfin, tu as beaucoup parlé de l'écologie, etc., qu'on retrouve pas forcément de manière explicite dans tous tes romans. Mais est-ce que les orchidiens, c'est aussi une manière d'appuyer ce rapport à la planète qui permet de vivre, quoi, ce respect de la Je nature? pense que ça joue beaucoup, oui, parce que les orchidiens, c'est une espèce qui est très proche de son environnement, qui est très adaptée à son environnement et qui ne le détruit pas vraiment, qui l'exploite sans le détruire et qui est capable de trouver l'équilibre, en fait. Le plus important pour moi pour qu'une espèce, s'en sorte dans son environnement, c'est trouver l'équilibre entre ce qu'il consomme et ce qu'il rend à son environnement et les orchidiens, c'est l'exemple parfait d'une tribu semi-nomade qui ne fait pas une croix pour autant sur la puissance technologique, sur la puissance guerrière, militaire, sur la culture, sur la réflexion, sur l'intelligence, mais qui pour autant est également capable d'être en phase, en symbiose avec son environnement, avec la nature. Et donc c'est quelque chose que je voulais pouvoir montrer en fait, c'est une sorte d'utopie écologique en fait, de montrer qu'on est capable, qu'on peut être capable, d'être en phase avec la nature en abandonnant un peu de confort, sans pour autant abandonner ce qui fait notre culture en fait. Ok. Euh, T'as beaucoup de... Enfin, je dis beaucoup, mais non, pas tous. La plupart de tes romans se déroulent enfin, avec une ville un peu phare. Neige et poussière, il y a... p- on se balade un peu dans Neige et poussière. Oui, un Mais peu plus. pourquoi ces choix de la ville comme, bah, soit comme point central de l'action, soit comme point de départ finalement? Alors en fait, c'était un choix conscient seulement dans Engrenage et Sortilège parce que je me suis rendu compte à l'époque après, je crois qu'Engrenage et Sortilège, c'était mon septième ou huitième roman, je me souviens plus. Je me suis rendu compte que j'avais jamais utilisé comme décor une ville et j'avais envie d'essayer en fait, tout simplement. Je me suis dit que c'est un truc que j'avais jamais fait. J'aurais bien aimé, faire une histoire qui, à la place de passer d'un bout à l'autre de la planète comme je faisais habituellement en fantasy avec beaucoup de voyages, de transports et cetera. Je voulais voir ce que ça faisait si mes personnages restaient dans la même ville tout le temps, tout au long de l'histoire. Donc c'était une sorte de mini défi à moi-même et j'ai trouvé ça très chouette, donc c'est quelque chose que j'ai gardé, un peu en tête et ensuite quand j'ai écrit, Dragons et mécanismes et Neige et poussière, ben, les environnements citadins, en fait, c'est devenu quelque chose que j'aime bien. J'aime bien décrire les ambiances qu'il y a autour de ça, j'aime bien décrire les architectures, les à quoi ressemblent les différentes cités. Dans Vaisseaux d'Arcane, j'utilise aussi pas mal. Mais effectivement, c'est contrairement à Engrenage et Sortilège où, la ville de Selumbre est très centrale. Dans les autres, c'est du décor, en fait. J'assume que les autres villes de l'univers sont plutôt du décor, plutôt que quasiment un personnage comme la ville de Célon. Mmh. Oui, parce que la ville de Selombre et après il y a toute la population qui y vit et qui l'anime et qui lui donne une certaine âme, disons. Oui, c'est ça et vu qu'on y passe tout le roman, forcément, on finit par s'attacher à l'ambiance, générale de la ville, ce qui ne peut pas être le cas quand on ne reste dans la ville que quelques chapitres, quoi. Hem et donc, j'avais 2 questions. Il y en a une qui est, si on retourne dans Dragons et mécanismes cette fois, donc on va s'arrêter au premier mot du titre, dragon.
À quel moment tu t'es dit que, enfin, pourquoi avoir mis les dragons dans la jungle? C'est pas forcément la façon dont on se les représente habituellement? En fait, je pense que j'avais envie de voir ce que je pouvais faire de différent avec les dragons parce que ce que je disais tout à l'heure, les dragons, c'est une espèce qui est quand même très exploitée, voire surexploitée en imaginaire, en fantasy. Et les archétypes principaux de dragons qu'on voit, aussi bien dans des récits mythologiques que les récits de fantasy, c'est le dragon, entre guillemets «occidental», le dragon des Chevaliers de la Table Ronde, le dragon, de Shrek, Oui. le dragon, des contes et légendes, européens et le dragon, asiatique, chinois essentiellement, qui est plus le dragon porte-bonheur, le dragon long qui flotte dans le ciel et cetera et heu et j'avais l'impression un peu de tourner en rond entre ces 2 représentations de dragons et j vu que le continent de l'Axamoré est plutôt inspiré de l'Afrique centrale, j'avais envie de placer des créatures qui étaient quand même relativement connues dans un environnement où on n'avait pas l'habitude de les voir et donc j'ai envie d'imaginer que c'était une jungle qui, à la place d'être peuplée de fauves et de singes, était peuplée de dragons, de 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 bestioles, dangereuses qui crachent du feu et qui se dissimulent dans le feuillage et qui peuvent te sauter dessus à tout moment. Je trouvais que ça avait un côté, à la fois intéressant, différent et dangereux et j'aimais bien l'idée de danger qu'il y avait dans une jungle aux dragons. En fait, ça fait 2 mots qui font flipper et on n'a pas envie de se retrouver dedans. OK. Oui, c'est vrai que déjà rien que la jungle, on se dit, c'est suffisant. Mais Voilà. après tous les dragons ne sont pas si terrifiants quand on regarde Cuthbert. Oui. Mais bon, mais ils sont attachants. Hem, j'ai une question qui m'est arrivée pendant que tu parlais tout à l'heure et Mmh mh. qui est partie aussi vite, heu et que je n'avais pas notée parce que je l'avais pas du tout prévue. Ça m'énerve. Pardon. Qu'est-ce que est-ce qu'il y a un alors, je refais un appel au chat en disant n'hésitez pas si vous avez des questions, aussi de votre côté et toi, est-ce que tu as un thème que tu aimerais aborder, dont on n'a pas parlé ou que tu aimerais développer? Hem Bah, dans le mécaverse, moi, je pense que ce que j'essaie de développer avant tout, c'est les interactions entre les personnages, en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir, ce que tu disais tout à l'heure, retrouver des références, mais aussi retrouver des personnages qu'on a déjà vus et j'avais déjà fait un petit caméo, dans Dragon et Mécanisme, sans en dire beaucoup plus. Là, l'objectif de Neige et Poussière qui est complètement assumé, c'est une sorte de Avengers, en fait, du mécaverse. C'est-à-dire que, tous les héros des différentes Oui. histoires précédentes, font une petite apparition au minimum et vont même plutôt, devenir des personnages principaux, quoi et heu et en fait, je me suis aussi pas mal amusé à essayer de maintenir le temps qui passe. C'est-à-dire qu'Engrenage et Sortilège, est sorti il y a un peu plus de 5 ans maintenant et en fait, Grise et Cyrus, les personnages principaux, bah, ils ont aussi pris, 4 ans, 4-5 ans, dans la tronche. Enfin 4 ans parce qu'à l'époque, quand je l'écrivais, c'était il y a plutôt, cette année, enfin début d'année. Donc en fait, je me suis dit: «Tiens, est-ce que ce serait intéressant de reprendre immédiatement après Engrenage et Sortilège ou qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans?» et la deuxième solution me paraissait beaucoup plus intéressante. Du coup, oui, les ce que j'aime bien, c'est que les personnages, ils ont eu le temps de changer, hors écran, ouais, j'ai envie de dire et Neige et Poussière, ça permet de les redécouvrir, après une vraie absence. Et donc, bah, tu as construit toutes ces relations des personnages et ce qui, est présent dans tous les romans, c'est un peu, il y a toujours une espèce de familier. Familier, pas simplement les familiers des mages, comme Quinte, mais on a aussi Kimba, qui est, derrière l'épaule, du monde. On a Cuthbert, on a dans Neige et Poussière, on a tout le monde. Hem, pourquoi tu est-ce que
ce familier, il te permet aussi de créer de nouvelles interactions? Enfin, c'est son but? Ouais, ben, en fait, c'est ça et c'est qu'il ça dépend du familier parce que, heu, Quint, il a pas la même, fonction que Cuthbert. Quint, c'est un facilitateur, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va y avoir des frictions entre Grise et Cyrus, et il a plutôt pour, objectif de faire en sorte que Grise ne foute pas des claques à Cyrus tout le temps, parce qu'il est trop pénible et du coup, il va réussir à apaiser un peu les choses, à, essayer de faire comprendre à Grise comment fonctionne, le magicien. Cuthbert, c'est plutôt l'inverse parce que Dag et Mira s'entendent plutôt bien assez vite et Cuthbert, c'est à la base plutôt une sorte de source d'opposition, en fait. Ils sont pas du tout d'accord l'un et l'autre sur la manière de le traiter et de s'occuper de lui au début et du coup, c'est plutôt une source de friction, dont j'avais besoin pour casser un peu la dynamique un peu trop, efficace du début, en fait. Il faut que les personnages, aient quelques problèmes parce que sinon c'est trop facile. Donc ils ont ouais, ils ont à chaque fois des fonctions différentes selon là, ce que je disais tout à l'heure, c'est, selon la fonction, que j'ai besoin qu'ils occupent, ben, ils vont être différents. Quint, il va être beaucoup plus, marrant et doux et gentil et essayer d'arranger les choses en se moquant de son maître, alors que Cuthbert, il va être un peu plus, braillard, grande gueule et causer des problèmes. Parce que c'est de ça que j'avais besoin. Hem, Pourquoi Quint n'est pas un chien? Hem, Parce que pour un mage, je me suis dit qu'un chat, ça marcherait mieux et heu et en fait, je trouve que l'avantage d'un chat, c'est que c'est plus agile et du coup, Mmh. ça a davantage de capacités physiques, pour, grimper notamment, ce qui peut toujours s'avérer utile dans une aventure. Alors qu'un chien, s'il se retrouve face à un mur, ben, il reste devant le mur, quoi. Oui. Enfin, après Quint, n'est pas non plus le chat le plus sportif. Non, pas vraiment, c'est sûr. Tu crées donc, les personnages, les relations entre les personnages, entre les protagonistes, on a beaucoup parlé, mais ils ont aussi, beaucoup de relations avec, des antagonistes, Oui. qu'on ne citera pas donc parce que vous ne savez pas que c'est des antagonistes, mais vous le saurez, en lisant. Hem, est-ce que tu vas créer tes antagonistes par rapport à tes protagonistes ou inversement? Enfin, tu as parlé beaucoup de fonction, donc la fonction, de d'un ennemi dans dans Engrenage et Sortilège, heu, ça peut être, de faire en sorte finalement que, Grise et Cyrus se retrouvent bloqués ensemble. C'est très dur de ne pas spoiler, en même temps. Je donc, hem, oui, comment tu vas créer ces relations-là? Bah, les antagonistes, ils ont ce que je disais, ils ont toujours un rôle, en fait. Après, il faut qu'ils aient un rôle, qui soit à la fois en opposition à celui des héros et qui soit aussi crédible. Parce que c'est le plus compliqué à créer à mon avis, parce que c'est faire des méchants qui sont méchants juste parce qu'ils sont méchants, ça n'a aucun intérêt pour moi. Il faut qu'ils aient des motivations, il y ait une personnalité, une manière de fonctionner qui fait qu'ils pensent toujours que c'est eux les gentils, en fait. Il y a aucun méchant qui sait qu'il est méchant, donc en tout cas c'est rare. Oui, C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un méchant qui croit être le gentil. Qui croit être le gentil de l'histoire, qui croit que, on s'oppose à lui alors que c'est lui qui a raison. Et le plus souvent, il y a pas beaucoup de méchants qui vont aller très loin en sachant qu'ils ont tort, en fait. Ils sont tous convaincus qu'ils oui. ont raison, donc ça veut dire qu'ils doivent avoir des objectifs opposés à ceux des protagonistes, tout en ayant des justifications pour poursuivre ces buts et des justifications qui les convainquent eux-mêmes. Donc c'est Oui, beaucoup plus difficile à créer parce que les protagonistes ont tendance à beaucoup plus, enfin moi je le vois comme ça en fait, les protagonistes ont tendance à beaucoup plus réagir aux actions de l'antagoniste que l'inverse. Donc l'antagoniste a souvent un coup d'avance sur les héros, donc c'est lui qui a souvent le plan le plus complexe et les objectifs les plus complexes. mmh. Oui, enfin, on est aussi beaucoup, alors pas dans Neige et poussière du coup, mais dans les autres romans, on est beaucoup dans du roman initiatique aussi, où les Oui, protagonistes, ils vont beaucoup évoluer, grandir, au cours de leur aventure. Enfin, en tout cas dans Engrenage
et Sortilège, Dragon et Mécanisme et Vaisseau d'Arcane 1, c'est vraiment le cas, quoi. Oui, bah, c'est aussi l'objectif, c'est que c'est par l'opposition à l'antagoniste qu'ils vont se découvrir des nouvelles aptitudes, des nouvelles capacités, une volonté renforcée, etc., etc. Et se trouver des alliés, enfin tout ce qui va avec le roman d'initiation, quoi. Et je reviens sur une question beaucoup plus générale. Pourquoi tu t'es plongé du coup vers la jeunesse? En fait, l'idée d'Engrenage et Sortilège m'est venue un peu comme ça, bah, quand j'ai arrêté de travailler en zoo, je me suis assis devant mon ordinateur et je me suis dit: «Qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant?» Et c'est la première idée qui m'est venue, c'est une idée qui me tournait en tête depuis un petit moment On a récupéré tout le monde, on n'a plus lu de pub Yonos en même temps, c'est formidable. Donc, les relations entre les personnages, on en a fait un bon tour. Si, les relations familiales, hem, entre les personnages, je sais sur quelle question on était avant qu'on coupe. Je la reposerai après. Les relations familiales entre les personnages, est-ce que c'était important pour toi, hem, que de toujours associer un personnage avec au moins un membre de sa famille? Ou, ça s'est fait, bah, pareil, niveau fonctionnalité, c'était plus facile, par exemple, que la mère de Cyrus soit générale? Bah, en fait, c'était nécessaire même pour l'histoire, elle avait besoin d'avoir cette fonction-là. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer des relations familiales, différentes, de mettre en opposition, par exemple, le père de Grise qui est un mec adorable qui prend beaucoup soin d'elle, qui est très proche de sa fille, et la mère de Cyrus qui est au contraire, quelqu'un d'extrêmement froid, d'extrêmement distant, Oui. qui aime aussi son fils mais à sa manière, mais d'une manière qui est difficile à percevoir, par exemple. De montrer qu'il y a différentes sortes de parentalité qui amènent plus ou moins de problèmes selon les situations. Je voulais faire ça avec d'autres sortes de relations familiales. Par exemple, Kimba qui veille sur Dag, c'est quasiment comme sa grand-mère adoptive et elle a une relation très particulière avec lui. Et Soph et Solal, pareil, qui sont frères et sœurs, ils ont une relation qui est à la fois très intense, très forte et qui va qui peut changer beaucoup de choses alors dans leur personnalité, en fait. Et ils vont être capables de faire énormément de choses, l'un pour l'autre. Donc il y a vraiment oui, les liens familiaux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer et que je trouve important. OK. Donc la question qu'on avait avant de devoir faire une interruption, c'était, quand tu t'étais plongé dans le young adulte jeunesse, je crois. Oui, bah, en fait, j'ai fait de la jeunesse parce que je suis un peu tombé dedans, en fait, parce que, quand j'ai arrêté d'être, zoologue, je me suis assis devant mon ordinateur et je me suis demandé ce que je voulais écrire. Et ce que j'avais en tête, l'idée de roman que j'avais envie d'écrire, c'était, celle d'Engrenage et Sortilège et les personnages principaux étaient des adolescents. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de voir ce que ça donnait si j'étais capable d'écrire un livre jeunesse, en fait. Donc j'étais un peu stressé en me disant que c'est un truc tout nouveau que j'avais jamais essayé jusque-là. Il se trouve que, j'ai réussi à l'écrire jusqu'au bout sans trop de problèmes, que écrire pour la jeunesse, c'est pas si différent qu'écrire pour les adultes, en fait. Pour moi, la seule vraie grosse différence, c'est l'âge des personnages principaux. Et j'ai eu la chance de tomber sur, la bonne éditrice qui m'a amené, au à la bonne maison d'édition et l'accueil qui a été fait en Grenage Sortilège m'a convaincu que je m'étais pas trop mal débrouillé, donc c'est plutôt une bonne chose. OK. On a une question du chat que je vais te lire. Je suis juste en train de me reconnecter au gestionnaire de stream qu'on avait fermé pendant les problèmes. Donc, Elosia 9005 demande, vous parliez tout à l'heure du fait de vous ennuyer vite et vous citiez deux exemples de défis que vous vous étiez lancés, placer l'intrigue entière dans une cité, mettre des dragons dans la jungle et l'anecdote des méduses. Est-ce que quelque chose dont vous avez besoin, est-ce quelque chose, pardon, dont vous avez besoin pour chaque nouveau texte, ce genre de défi, ou c'est totalement aléatoire? Je pense que c'est aléatoire. J'ai tendance à me mettre des petits défis, un peu
comme ça quand ça me prend, quand ça me vient. C'est pas obligatoire, c'est pas une condition sine qua non pour que je m'éclate à écrire un texte. C'est que des fois, je suis plutôt impulsif dans ma manière d'écrire. Je me dis, tiens, si je faisais ça, tiens, si j'essayais ça, tiens, si je me disais, je vais mettre telle contrainte pour ce texte. Généralement, c'est des contraintes que j'ai envie de me donner, c'est des défis que j'ai envie de relever. Et je suis tout à fait capable de me dire si ça me plaît pas, si ça me convient pas, si en fait je trouve que ça joue en défaveur du texte, de m'en débarrasser en fait. Donc c'est plutôt une sorte oui, d'amusement pour moi-même en fait, mais pas obligatoire et qui m'entrave pas tant que ça au final. Moi, j'avais une question du coup par rapport, alors à tes dernières stories, plutôt Insta, comme quoi tu avais fait un voyage en Grèce qui t'avait inspiré. Est-ce que, un ou plusieurs voyages ont pu t'inspirer, pour, l'univers du mécaverse? Oui, alors en fait, j'ai beaucoup voyagé. Alors moi, je suis un grand fan des pays, nordiques, pluvieux, voilà, je suis pas très fan de la chaleur en général et donc je sais que, l'Irlande, et l'Islande et le Québec m'ont par exemple beaucoup inspiré, pour, la et les continents de Mycée et du Septare, par exemple. Des continents qui sont pluvieux, enneigés, avec des grandes forêts, avec, des ports, grisâtres et cetera. Enfin voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré. Après, j'ai pas voyagé dans des coins où il y a la jungle, donc j'avoue que je me suis seulement inspiré des jolies images qu'on trouve sur internet parce que j'ai jamais visité de vraie jungle, pour le coup. Elosia te me remercie pour, ta réponse précédente du coup. De rien. Hem et est-ce que, est-ce que tu t'es déjà mis au défi, par exemple, de prendre quelque chose, d'un de tes voyages un peu, précis et de le mettre dans tes romans? C'est plus ou moins en cours. En fait, j'ai un projet en cours dont l'idée de base m'est venue quand j'étais en Islande, donc ça fait un petit moment maintenant. J'étais allé en 2016, donc ça commence à dater quand même. Mais je me souviens d'un paysage en particulier qui m'a inspiré, une histoire en fait, qui m'est arrivée un peu comme ça et je pense que je vais l'écrire plus ou moins tel quel dans les années à venir maintenant, ça commence à se rapprocher. C'est un projet qui arrive à terme donc ça va venir. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, si il y a aussi quand même, j'ai écrit un roman, mon seul roman de science-fiction qui est post-apocalyptique qui s'appelle Règne animal, où l'une des personnages principales est liée à une baleine. J'ai écrit une partie de ce roman quand j'étais moi-même au Québec et que j'avais fait une sortie, de whale watching, d'observation de baleines et j'ai vu beaucoup de baleines, à ce moment-là et ça avait beaucoup joué sur ce que j'avais écrit, dans cette relation-là, en fait. Donc oui, il y a une partie des événements qui se sont déroulés pendant les voyages qui m'inspirent d'une manière ou d'une autre des choses. Après donc, là, tu viens de nous parler d'un roman de science-fiction, Règne animal, qui est aussi, disponible, chez Rajo. Mmh. Est-ce que tu comptes, retourner dans la science-fiction ou tu restes plus du côté, fantasy? Alors là, pour l'instant, les prochains projets que je suis en train de sur lesquels je suis en train de travailler, c'est essentiellement de la fantasy. Différents types de fantasy, mais pour l'instant, c'est plutôt de la fantasy. Alors, j'exclus pas que je ret de retourner un jour vers la science-fiction. Heu, Là, je suis à un truc qui est un peu à un carrefour entre les 2. Je vais faire de la science fantasy, où il y a, enfin une fantasy avec une science qui est quand même pas mal développée, donc je vais voir un peu ce que ça donne, si j'y arrive, mais ça m'amuse bien pour l'instant. Hem, une autre question que j'avais, c'était, est-ce que tu pratiques le jeu de rôle ou pas du tout? Heu, Pas vraiment. J'en ai fait un petit peu par-ci par-là, mais je suis pas un pratiquant assidu de jeux de rôle. J'ai fait quelques parties, de temps en temps. Je suis plutôt un pratiquant de JDR de jeux vidéo en fait, de De jeux de RPG? rôle, de RPG, voilà. Je suis plutôt un pratiquant de RPG, donc du coup, je connais pas mal de choses, notamment d'univers qui sont communs, aux jeux de rôle. Mais le jeu de rôle en tant que tel, je l'ai au final assez peu pratiqué. OK. Hem, bon, je n'ai plus de questions.
J'ai des questions avec spoil, mais j'ai toujours pas envie de les poser, sinon je te les poserai quand je te verrai en convention ou des trucs comme ça. Mais voilà, si vous avez des questions, on peut en poser une avant de couper le live, mais on va faire, globalement la outro. Voilà. Donc eh ben, on a une question. C'est incroyable. Sur combien de projets travaillez-vous à la fois en général? Vraiment dans la phase d'écriture, est-ce que vous naviguez d'un univers à un autre ou en tout cas d'une intrigue à une autre facilement? J'essaye d'éviter au maximum. Ça m'est déjà arrivé, généralement parce que j'avais des délais serrés et que j'avais pas pu gérer comme je le voulais. Maintenant, autant que possible, j'essaie d'éviter de faire de l'écriture créative sur 2 projets à la fois, de la même enfin de 2 projets à la fois qui sont sur le même type de média. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire, mon scénario de bande dessinée, je l'ai avancé en même temps que j'écrivais un roman. Ça me pose pas de problème parce que c'est pas du tout la même manière d'écrire. Même si c'est des intrigues séparées, c'est pas la même manière d'écrire, donc je peux passer plus facilement de l'un à l'autre. Mais, écrire 2 romans en parallèle, c'est, pénible. Ça demande une gymnastique mentale que j'apprécie pas des masses et j'essaie d'éviter. Le maximum que je peux faire, c'est d'avoir, d'un côté, de l'écriture créative et l'autre moitié de la journée, je fais de la correction d'un autre texte. Ça me demande moins de difficulté de me replonger dans un univers, qui est déjà où le texte est déjà quasiment terminé. Bah, merci beaucoup et merci pour, toutes tes réponses, pour tout l'interview. Désolée encore pour, les problèmes techniques. Pas de souci, merci de m'avoir invité. Bah, quelles sont, du coup, tes prochaines actualités? Alors si tu as une autre publication à venir, d'ici fin 2025, mais sinon les salons, festivals, dédicaces? Alors, ce que je peux annoncer déjà, c'est que la série Ultimage, la série pour enfants Ultimage va être, prolongée, donc j'ai 2 tomes supplémentaires qui vont sortir pour cette série-là. Le tome 6 est déjà écrit et devrait sortir, je ne sais pas exactement quand, mais j'imagine dans le premier semestre 2025, sans certitude. Heu j'aurai probablement un autre, texte chez Rajo. Je sais pas si s'il sortira d'ici fin 2025 ou si ce sera début 2026, je sais pas encore, j'ai pas encore suffisamment avancé pour, savoir où je vais avec ça. Et par contre, on pourra se retrouver, en vrai, donc je serai au salon de Montreuil d'ici la fin de l'année. Je serai au la semaine d'après au salon de Boulogne-Billancourt et l'année prochaine, j'ai déjà un certain nombre de salons, dont je peux pas encore totalement parler. Celui dont je peux parler, c'est Les Imaginales. J'y serai forcément parce que Règne animal, dont j'ai parlé tout à l'heure, est en sélection pour le prix des collégiens. Et donc c'est déjà établi que je dois y aller pour présenter mon roman, aux collégiens. Donc on pourra me retrouver à Épinal, fin mai 2025. Oui, c'est, le week-end de la semaine du 22 mai, pour ceux qui C'est ça, cherchent les dates et n'hésitez pas à réserver dès maintenant parce que les logements partent assez vite, pour les Imaginales. Ils sont même plutôt partis, d'ailleurs. oui. Pour, Chimera, nous, on se retrouve dans 2 semaines, si je dis oui, dans 2 semaines, le 12, à 19h, parce que j'aime bien les mardis, visiblement, avec, Xavier Dolo des éditions Argile pour la présentation de la collection Récif, et une présentation aussi, plus globale des éditions Argile. Et la date suivante qui est notée, c'est le, heu, 2 décembre à 19h aussi, avec Sabrina Calvo pour parler de ses écrits. Alors, on a une, je propose qu'on finisse, du coup sur une question parce qu'on a une question OK. qui est, très précise. Le moment où Grise embrasse Libère servait à quoi? Et je n'essaye pas de prononcer le pseudo. Je suis désolée. Hem, Comment je pourrais raconter ça? Dans Engrenage et sortilège, il servait, essentiellement à, permettre à Grise de se rendre compte qu'elle avait des sentiments pas pour lui, pas pour Liebherr, pour faire simple, pour essayer de pas spoiler. Et du coup, elle avait à la fois envie et au moment où ça se passe, elle se rend compte qu'en fait non.
et c'était à la fois une manière de d'insister sur le fait qu'elle est davantage sûre de ses sentiments à ce moment précis et de montrer à quoi ressemble le consentement quand une fille change d'avis en plein milieu, ben, ça se termine et c'est comme ça. Voilà. OK. Et Ah, rien que pour ça, il y a cette question est formidable. Je suis et d'accord. il y avait aussi, il y avait aussi quelque chose derrière qui pour l'instant ne s'est pas encore concrétisé, mais j'ai encore d'autres idées pour le mécaverse si jamais j'y reviens un jour. Et j'ai notamment une idée qui mettra en scène Liebert comme personnage principal et mon idée qui mature depuis, que j'ai écrit cette scène, c'est qu'il y a une autre raison qui fait que il s'est passé ça, mais je peux pas en parler tant que j'ai pas écrit le bouquin, en fait. Mais c'est un indice de très longue haleine si jamais j'écris ce bouquin et si je l'écris pas, ben, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Bah, c'est bien, on a une exclusivité en plus. Bon, voilà. Et si on veut voir Biscotte, on peut aller devant un festival et on la croisera? Ça dépend du festival, je sais pas encore, tout défini. Montreuil, il y a aucune chance parce que je Oui, l'amènerai pas à bien sûr. Paris. Mais les Imaginales, peut-être qu'un de ces 4, j'envisagerais de l'emmener et de le mettre un de le faire se balader un peu, dans le parc Épinal, on verra. Faut que je m'organise avec les organisateurs. Bon, et ben, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui, ont écouté, sur Twitch, ont posté des commentaires, ceux qui sont venus 2 minutes, ceux qui sont venus, 1 heure et demie, voilà. Désolée encore pour les problèmes techniques, on je ne sais pas du tout comment cette fenêtre qui n'existe pas s'est ouverte, mais c'est pas grave et puis merci à toutes les personnes qui écouteront la rediff aussi.